Bonsoir. Je m'appelle Lucien Carrel et je suis avionneur. Quand je parle de mon métier à des gruyériens, souvent ils me disent « Ah, mais ça se fait que chez nous ». Eh bien, pas vraiment. Pour mieux comprendre ma profession, je vous invite à voyager dans le temps avec moi. Nous allons remonter le temps jusqu'au moment où nos ancêtres sont sortis de leur grotte. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à construire des maisons. Et ils ont couvert leur toit avec ce qu'ils avaient à disposition, c'est-à-dire de la paille, des feuillages ou des peaux de bêtes. Ils n'avaient pas les outils à disposition pour des couvertures plus complexes. Avançons un peu dans le temps, jusqu'à l'âge du bronze. Grâce à ce nouveau matériel, grâce à ce nouveau métal, ils ont pu avoir des haches plus performantes, qui leur ont permis de couper des arbres plus gros et de les débiter en tronçons, de les fendre en quartiers. Ces quelques techniques de base leur ont très vite permis de produire les premiers bardeaux. Des sortes de planchettes plus ou moins régulières qu'ils pouvaient aligner sur un lattage en petites perches, le tout ficelé sur les charpentes de leur demeure et chargé avec des grosses pierres pour que ça ne s'envole pas. Ce nouveau revêtement de toiture était révolutionnaire. Bien sûr, la tuile fit aussi son apparition, mais sa conception était bien plus complexe, car il fallait trouver de l'argile de qualité et beaucoup de bois pour alimenter les fours pour sa cuisson. C'est pour ça que jusqu'à l'ère industrielle, la tuile resta réservée à la noblesse et aux bâtiments prestigieux. La couverture bois eut donc la part belle et prit différents noms selon la région. Le terme bardeau est utilisé un peu partout. Chez nous, on dit le tavillon. Les Vaudois parlent parfois d'enseille et pour les Français, c'est le tavaillon. Mais le point commun entre tous est qu'il s'agit de bois fendu. Et oui, nous ne scions pas nos bardeaux, nous séparons les fibres sans les couper. Ainsi, l'eau de pluie peut ruisseler dessus sans pénétrer. Et c'est pour ça que ces toits en bois sont durables. Reprenons notre voyage temporel et arrêtons-nous au Far West. Vous vous souvenez? La belle époque du western spaghetti. Vous n'avez jamais remarqué dans les décors? Le toit des maisons est couvert en bois. En effet, les colons qui traversaient l'Amérique en charrette en direction de leur terre promise n'avaient pas emmené une palette de tuiles avec eux. Une fois sur place, ils coupaient un arbre, faisaient des bardeaux et couvraient leur maison avec. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans l'Ouest américain, de la Californie à la Colombie-Britannique, on retrouve énormément de toits couverts en bois. Mais revenons un peu chez nous. Dans nos belles préalpes, au XVIIe siècle, l'âge d'or du gruyère commença. Cette économie florissante dynamisa toute la région. Et le fruit de la chaudière, le fromage donc, était exporté loin à la ronde. Il passait le col de Jaman en charrette pour être chargé sur des bateaux à Vevey, traverser le lac Léman, descendre le Rhône pour être vendu jusqu'à Marseille. Grâce à ce commerce, les barons du fromage étaient riches et ils voulaient que ça se voie. Ils firent construire des chais d'alpage sur toutes les parcelles possibles. Peu leur importait l'éloignement ou l'altitude du moment qu'il y avait de la bonne herbe bien grasse pour nourrir les troupeaux de vaches. Ces alpages avaient une écurie pour traire le bétail à l'abri, une chambre à lait au nord pour garder le lait du soir et pouvoir l'écrémer le matin, et bien sûr un local de fabrication avec une table à fromage, un creux du feu et un tour
pour y pendre la chaudière. Et pour mieux afficher le prestige de leurs propriétaires, ces chalets d'alpage avaient des toits aux formes complexes, avec des arrêtiers tavionnés en arrondi pour être harmonieux dans le paysage, des noues pour faire le raccord entre deux pans, et bien sûr une majestueuse borne qui s'élevait haut sur le toit. Les tavionneurs, qui avaient encore l'habitude des toits simples à faible pente, durent s'adapter à ces nouveaux toits pentus aux courbes raffinées. Ils fabriquèrent des pièces plus fines, dans de l'épicéa bien souple, les posèrent avec un recouvrement latéral et les fixaient avec des clous. D'ailleurs, parlons-en de ces clous. Si avant cela, on préférait charger les bardeaux avec des lourdes pierres pour pas qu'ils s'envolent plutôt que de les clouer, c'est que ces clous étaient très chers. N'oublions pas qu'à cette époque, ils étaient forgés à la main, un par un. Mais les barons du fromage, eux, étaient suffisamment riches pour pouvoir se les payer. Reprenons notre voyage dans le temps jusqu'au début du XXe siècle. Avec l'ère industrielle, de nouveaux matériaux comme la tuile, la tôle ou l'éternite deviennent facilement accessibles. Et à la même époque, plusieurs incendies dramatiques détruisirent des villages entiers et donnèrent une très mauvaise réputation aux tavillons. Il était accusé de propager le feu de toit en toit. Et il finit même par être interdit sur les toits des maisons des villages. Les tavionneurs durent donc se retrancher en montagne, car ces chalets d'alpage aux accès difficiles n'intéressaient que peu les vendeurs de tuiles ou de tôles, et leur isolement ne les rendait pas dangereux pour la propagation du feu. Mais la vie était dure pour les tavionneurs de cette époque. Ils montaient au chantier le lundi matin avec une lourde hotte sur le dos, chargée de l'outillage et des vivres pour la semaine. Ils commençaient par abattre un épicéa proche du chalet, fabriquaient sur place les tavions qu'ils avaient besoin pour couvrir le toit. Ces hommes n'ont pas compté leurs heures et ont été obligés de garder des prix bas pour faire face à une concurrence souvent déloyale. En effet, l'éternite arrivait à grands pas sur les alpages, et à chaque fois qu'un nouvel accès routier était fondé, elle profitait pour essayer de s'imposer sur un toit de plus. Son slogan était « L'éternite est éternelle ». Mais le temps prouva le contraire. Et bien sûr, ils avaient oublié de mentionner la dangerosité de l'amiante qui composait leur matériel. Heureusement, dans les années 80, il y eut une prise de conscience. On s'est aperçu que notre patrimoine était précieux et qu'il faisait la fierté de chaque habitant de la région. L'État commença donc à protéger les chalets d'alpage et même à subventionner les travaux de tavionnage. Grâce à tout ceci, le tavillon a survécu. Et il revient même fort sur le marché, car chaque année, nous couvrons de plus en plus de toits. Nous formons des jeunes et de nouvelles entreprises voient le jour. Depuis le début du XXIe siècle, on peut dire que le tavillon est devenu une tradition. Mais ça ne s'arrête pas là, car actuellement, nous sommes de plus en plus sollicités pour couvrir des bâtiments en ville. La nouvelle génération d'architectes cherche à limiter l'utilisation du béton et des matériaux synthétiques. Ils veulent des constructions respectueuses de l'environnement, avec une matière première locale et facilement recyclable. Nos bardeaux entrent parfaitement dans leurs critères. D'ailleurs, le bois, c'est fantastique. Imaginez un arbre
qui tombe en forêt à cause du vent, qu'on laisse sur place pourrir. Il va libérer pratiquement la même quantité de CO2 que si le même arbre avait été coupé par l'homme, utilisé pour faire des tavions, et qu'à la fin de leur vie, nous les avions encore brûlés dans une centrale de chauffage à distance. Donc, le bilan écologique du tavion est imbattable. Bien, notre voyage spatio-temporel qui commença à l'âge de la pierre et se poursuivit jusqu'à nos jours ne peut pas s'arrêter là. Continuons ensemble jusqu'au futur. Dans une vision peu enthousiaste de ce futur, nous pouvons imaginer la fin de toutes les ressources fossiles et minières planétaires. Cette hypothèse peu rassurante voudrait dire que, sans pétrole, plus de revêtements synthétiques, sans minerai de fer, plus de tôle, et si nous avons gaspillé tout l'argile à disposition, plus possible de faire des tuiles non plus. Alors, dans ce cas-là, comment ferons-nous pour couvrir le toit de nos maisons? Eh bien, la forêt, elle est durable. Et comme disait mon père, elle pousse même quand nous dormons. Et si nous la choyons bien, elle sera là encore longtemps. Et nous pourrons y aller couper un arbre pour faire des tavions. Il me tient à cœur que vous quittiez cette salle en ayant la conviction que si aujourd'hui le tavion est une tradition, il a pleinement sa place dans le futur. Voilà.